Est-ce que il faut que le token ETH soit à 5 ou 10 000 $ pour que le réseau fonctionne bien et pour que l'écosystème fonctionne bien? Ces impacts narratifs sur le prix ont été beaucoup ignorés par la fondation. Beaucoup, pas que la fondation doit être là, pump it, mais juste quand ces débats ont lieu, il faut les adresser, il faut expliquer pourquoi et comment. Moi j'ai une théorie qui... Les L2 c'est bien pour les retail. Le L1, moi je le voyais comme étant la couche la plus sûre pour la croque, pour des institutionnels qui veulent se lancer. Je les vois mal aller sur des L2. On a une perception de la sécurité et une perception de la décentralisation qui a beaucoup évolué. Jérôme de Tichy est le président d'Ethereum France, une association qui promouvoit, développe et démocratise l'usage de la blockchain Ethereum. Elle est également à l'origine de l'organisation d'Ethereum Community Conference, Ethereum CC, l'un des plus grands événements crypto au monde dédiés à Ethereum et à son écosystème. Jérôme est aussi le fondateur de Comet, une infrastructure DeFi pensée pour les entreprises, qui facilite l'adoption. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la transition d'Ethereum en Proof of Work, donc minage, vers Proof of Stake POS, le staking? Dès le début d'Ethereum, on avait décidé de passer en Proof of Stake. Sauf que quand Ethereum a été créé, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu de construire cette Proof of Stake. Il y a eu beaucoup de débats sur comment est-ce qu'on allait scaler le réseau avec ça. Les frais générés sur Ethereum, là en mars 2025, étaient équivalents à ceux générés en juin 2020. Alors que le prix de l'Ether était à 220 ou 280 $. Ethereum souffre pas mal, en tout cas le token souffre pas mal en termes de prix. Toi, qu'est-ce que tu penses déjà de cette stratégie-là? Cette stratégie, elle était préparée, annoncée, mais l'exécution et les conséquences de l'exécution et l'envergure des conséquences n'étaient pas forcément complètement envisagées. Avant de démarrer l'interview, je voulais déjà vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait très plaisir. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, à partager l'interview si vous trouvez qu'elle est intéressante, à vous abonner également à la chaîne CryptoStalks parce que ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez également nous écouter sur les plateformes de podcast comme Apple, le podcast, Spotify, Deezer, etc. Donc comme ça, vous pouvez nous écouter sans forcément la vidéo quand vous faites votre sport, quand vous êtes en voiture ou alors quand vous êtes dans les transports. Tous les liens sont dans la description. Merci. Salut Jérôme. Salut Romain. Comment vas-tu? Super. Écoute, aujourd'hui on te reçoit parce que tu as plusieurs casquettes au sein, on va dire, de l'écosystème crypto, voire Ethereum. Je te propose déjà de te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Tu as un parcours quand même assez complet depuis maintenant 10 ans, waouh. Déjà même 10 ans. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus alors? Ok. Moi j'ai commencé à m'intéresser à la crypto par le mining. Je faisais de la recherche en éco, je suis tombé sur la part de Bitcoin, j'ai trouvé ça intéressant. J'avais des cartes graphiques, j'avais accès à des ordis au laboratoire et tout. Bon, bref, en tout cas j'ai fait un peu de mining d'abord, beaucoup avec des cartes graphiques. Laboratoire, donc tu étais chercheur? Je faisais de la recherche en éco, oui. Ouais. Voilà, ça se faisait en 2012, 13, 14 d'essayer d'installer un mineur de Bitcoin sur un ordi de l'université. Puis après j'avais des cartes graphiques, donc je me suis intéressé au truc. J'ai acheté pas mal de cartes au moment où on passait de cartes graphiques à FPGA, puis ensuite aux ASICS sur Bitcoin. Ce qui m'a poussé à m'intéresser à Ethereum parce que j'avais des cartes graphiques et le mining se faisait bien avec des cartes graphiques sur Ethereum. En fin 2015, on a commencé à organiser des meet-up avec ce qui allait devenir Ethereum France. Le site web a été créé un peu au même moment, puis il y a une association qui a été créée l'année suivante, qui s'appelait Asset et qui est devenue Ethereum France ensuite. Donc voilà, je faisais ça en parallèle de mon boulot d'économiste. C'est pour Bercy, pour la Commission européenne, en tant que statisticien et des fonctions liées à la statistique et la prévision économique. Et de fil en aiguille, en fait, en écrivant des articles pour Ethereum France, en organisant des meet-up, en rencontrant des gens, j'ai commencé à être un petit peu visible et je me suis retrouvé recruté par EY, Ernst & Young, pour monter leur practice blockchain. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à bosser dans la crypto. Ça, c'était 2016. Donc, je bossais pour Ernst & Young. Ensuite, j'ai bossé pour Consensus. J'ai ouvert leur bureau parisien que j'ai géré pendant 3 ans. Et Ernst & Young, il t'avait embauché pour travailler sur quoi? Déjà sur la blockchain de manière générale? De 2015-2016, c'est l'année où les grands cabinets de conseil commençaient à se mettre à faire du conseil en big data, ce qui était l'ancien nom de l'intelligence artificielle. À se préparer à du conseil dans d'autres disciplines proches de ça. Et tu vois, comme KPMG a pu racheter des cabinets de conseil pour pure blockchain et tout ça, quoi, un peu plus tard.
Et donc EY venait de racheter un cabinet spécialisé dans le big data. Ils se sont dit, attendez, il faut bien qu'on couvre tout le scope. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plus? Ah, il faudrait monter une équipe blockchain. Et j'ai eu de la chance, c'était moi, quoi. Au même moment, Deloitte faisait la même chose, Price faisait la même chose, enfin. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé pour Consensus, donc j'ai ouvert le bureau parisien. Ça a duré 3 ans. Donc on a beaucoup scale up, ensuite scale down, puis rescale up, puis rescale down, et puis on s'est développé un peu en Europe. On a fait des projets super intéressants là-dessus. J'ai bossé pour Ledger au moment un peu avant leur série C, où ils commençaient à intégrer Ethereum 2 dans ce qui allait devenir le staking d'Ethereum, quoi, comment générer des clés de validateur et tout ça dans Ledger. Et il y avait plein de choses qu'ils voulaient faire sur Ethereum à ce moment-là, donc c'était le bon moment. Et ensuite, j'ai monté ma boîte, Comet, en 2020, fin 2020. Et Ethereum France, l'association qu'on avait créée avec plusieurs membres de l'écosystème, notamment Simon Polro, Nathan Sexer, Mark Zeller aussi, des gens qui étaient très tôt dans l'écosystème Ethereum, s'est retrouvé à organiser une conférence qui a lieu chaque année, qui s'appelle ETHCC, dont on a la ETHCC 8, c'est ça, qui va se dérouler à Cannes là, en fin juin, début juillet, qui est maintenant après, tout le monde dit que c'est la plus grande. Hein. Moi, j'ai la plus grande. On a 400 speakers, donc c'est déjà gros comme nombre de personnes qui viennent speaker. On a cette année un peu plus de 10 000 personnes. Et ensuite, oui, ça dure sur 4 jours. Et puis, j'espère que Cryptos se retrouvera à Cannes avec nous cette année, encore une fois. Certainement. L'année dernière, c'était à Bruxelles. Ouais, c'était à Bruxelles l'année dernière. En fait, historiquement, on l'a toujours fait à Paris en mars. Et puis ensuite, on a pris le Covid. On a eu de la chance, on a réussi à organiser l'édition Covid la semaine où ils ont fait le lockdown. Et juste avant. Hein. Juste avant. Ouais. Ça, je me souviens que le mardi, la veille, le lundi, la veille, il y avait la veille de la conférence, il y avait les supporters de Milan qui venaient à Lyon ou un truc comme ça, un match de foot organisé. Le lendemain, on commençait à dire oui, mais attendez et tout ça. Puis le président Macron qui disait non, mais sortez, amusez-vous, c'est bon, il n'y a pas de problème. Semaine pas, paf. On a vu déjà des signes parce qu'ils avaient fermé le dernier jour du salon de l'agriculture. Ça veut dire, c'est bizarre, ils ferment le salon de l'agriculture le dernier jour, quand même. Bon, bref, on a réussi à organiser l'event, mais on a eu beaucoup de cancels de speakers asiatiques qui venaient plus ou qui commençaient à être bloqués et tout. L'année suivante, on a réussi à l'organiser en juillet, parce qu'on nous avait dit non, mais vous pouvez pas. Donc on repoussait. Et ils ont fini par dire cette semaine ça va. Et après on a découvert qu'il y avait Roland Garros qui commençait, donc on pouvait pas dire Roland Garros, donc on a ouvert le truc. Ouais, malin. Et le protocole de sanitaire a changé 4 fois dans la conférence. D'abord le lundi c'est ça, ensuite le mardi ça, le mercredi il y a Roland Garros, donc on change tout maintenant pour attirer les personnes. Vous n'avez plus besoin que de checker ça. C'était un peu un enfer. Donc c'est on a commencé à le faire en juillet, et puis maintenant il y a un calendrier des gros événements qui est assez bien réparti. Donc nous on le fait chaque fois en juillet maintenant. On a bougé une première fois à Bruxelles parce que Jeux Olympiques, difficile d'organiser un event pour les Jeux Olympiques, et on voulait tester notre capacité à organiser hors de Paris. Et en fait, quand tu veux faire un événement avec 10 000 personnes à Paris, il y a vite fait à Grande Hall de la Villette, c'est pas très pratique. Ou alors tu prends plusieurs lieux et tu les colles, comme ce qu'on faisait avec la Mutualité et le Collège des Bernardins. C'est pas ouf non plus. Mais Bruxelles s'est bien passé en termes d'organisation, et on a commencé à chercher un prochain point de chute en France qui potentiellement nous permettrait de le refaire chaque année, de vraiment organiser quelque chose autour de la conférence. Et Cannes en fait marche très très bien pour ça. Et le festival, il doit aussi avoir l'habitude. Ouais, en fait c'est vraiment une ville de festival, quoi. Et surtout on s'est rendu compte que c'était très vendeur pour les Asiatiques et les Américains de se dire mais évidemment on va à Cannes parce que où est-ce qu'on va faire notre été? Dans le sud de la France, c'est assez cool. Et Nice est bien desservi aussi pour ça, quoi. Donc voilà, trop content d'aller à Cannes. Et on vient de valider l'application de speaker du maire de Cannes. Donc il va faire un truc sur la comptabilité des institutions françaises en blockchain. Je suis agent. Ok, pas mal. Très bien. Oui, parce que d'ailleurs, il a prévu de former, je crois, les commerçants à l'acceptation des crypto-monnaies. Tout à fait, on a été impliqué là-dedans. On a eu... après, tu vois, d'une ville à l'autre, tu as des accueils un peu différents, quoi. Bruxelles, déjà, ils étaient là, genre une conférence tech à Bruxelles. Donc là, ils sautaient au plafond et c'était vraiment super accueillant. Et quand je dis super accueillant, quand tu commences à faire venir des gens de partout dans le monde, tu gères des problématiques de visa, tu gères des problématiques de queue à l'aéroport parce que tout d'un coup, ils n'ont pas l'habitude d'avoir un temps ou à la gare et tout ça.
Et des problématiques de sécurité, des problématiques d'organisation. Quand tu veux battre un food truck, bah, en fait, il faut des autorisations, tout ça. Paris, c'était vraiment l'enfer. Je sais pas. Désolé pour ceux de l'Amérique qui nous regardent. Vraiment. Au niveau autorisation, c'était. Ouais. Alors, on était vraiment reçus comme des malpropres. En plus, il y avait écrit crypto, alors. Voilà. Et Cannes, qui est une ville de festival, en fait, ils ont beaucoup cherché à se diversifier sur le contenu qu'ils proposaient. Et ils nous ont donné une très bonne date avec un très bon accueil là-dessus. Mais surtout, on a été immédiatement mis en relation avec toutes les autorités préfectorales et policières, avec gendarmerie, tout ça, pour organiser la sécurité très facilement. On a des relais au niveau de l'aéroport. Et puis aussi, la ville nous a dit, mais en fait, nous, on a une stratégie crypto. On a des stratégies crypto parce qu'on a des gens qui viennent de partout dans le monde. On a des gens qui viennent notamment des Émirats, on a des gens qui viennent de Russie, on a des gens qui viennent de Monaco. Voilà, qu'en fait, il y a déjà des gens qui s'intéressent à la crypto dans nos touristes. Et surtout, si c'est le futur des paiements, si c'est le futur des transferts, il faut que nos commerçants soient capables de les gérer. Et donc, ça nous a... On était content d'être accueillis correct comme ça. Et après qu'on ait signé, ils ont dit « Ok, en février, en mars, on organise des tables rondes, on organise des événements avec les commerçants. » Et on en a fait un, il me semble, en mars, début mars. Pardon, je me souviens plus exactement à quel moment c'était. Peut-être fin février, début mars, où ils avaient réuni 1600 commerçants de Cannes. Et traditionnelle question d'un meet-up, qui est-ce qui a déjà accepté un paiement en crypto? Et il y avait bien 20% des gens qui acceptaient. Ouais. Déjà. Autant, mais alors, dans les 20%, tu as des joailliers de luxe, tu as des gens qui... Enfin, tu as le mec qui vend des Ferrari, effectivement, ils acceptent la crypto, tu vois. Oui, ça peut se comprendre. Autant, quand pour les Français, tu peux pas payer en crypto, parce qu'actuellement, la fiscalité, si tu dois déclarer tes plus-values à chaque paiement en crypto, c'est extrêmement compliqué. Autant les étrangers, pour le coup... Autant les étrangers, ça pose pas de problème. Mais par contre, côté comment je veux dire, quand t'es un commerçant et que tu veux accepter la crypto, comment tu l'acceptes? Est-ce que tu t'installes Coinbase Commerce, ton propre wallet, tout ça? Mizi qui est très connu, mais qui parle avec Binance, du coup. Mais donc, il y a beaucoup de personnes qui disent c'est pas vraiment accepter les crypto-monnaies, entre guillemets, parce que c'est pas décentralisé. Comment tu fais terminer le paiement et tout? Alors, justement, question paiement crypto, pas mal d'exchanges proposent des cartes de crédit que tu charges. Tu as la carte Binance, carte crypto.com, la carte Ledger aussi. En fait, tu te convertis tes cryptos en fiat qui sont chargés sur la carte. Donc là, en fait, quand tu fais ce genre de conversion, tu dois dire j'ai vendu mon Bitcoin, j'ai vendu mon Ether, voilà, je l'ai vendu tant, et tu fais ta déclaration sur le CERFA, je sais plus combien. Voilà. D'ailleurs, c'est bientôt. Enfin, ça a même débuté, je crois. Exactement. Mais il y a aujourd'hui des nouvelles générations de cartes crypto, notamment Gnosis Pay, qui fonctionnent avec des stablecoins. C'est-à-dire que tu as une adresse dans la chaîne, ça fonctionne avec des safes en plus, un multisig smart account. T'envoies tes fiat dessus, t'envoies tes stablecoins dessus, après les avoir convertis depuis des fiat ou depuis d'autres trucs, et ça change ta carte directement, quoi. Donc je vois qu'on est maintenant capable un peu de s'émanciper de l'exchange qui fait le change. En fait, on te dit, procure-toi des stablecoins, déclare ce que tu dois déclarer selon ta fiscalité, et tu changes-les sur ta carte. Et ce qu'on a expliqué aux commerçants de Cannes, c'est que pour des grosses sommes, ça a beaucoup de sens en fait de payer en Bitcoin. Tu vois, moi, j'ai pas de carte bleue qui me permette d'acheter une Ferrari. J'ai pas les argent sur mon compte, mais je vais pas faire une carte bleue pour ça, quoi. Donc ils doivent trouver un moyen de faire le paiement, quoi. Quand j'ai acheté mon appart, j'étais chez le notaire, on a fait un virement bancaire, quoi. Mais si tu veux acheter quelque chose et tu peux bouger un Bitcoin, c'est quand même tellement plus facile, tellement direct, et c'est settled, quoi. Il n'y a pas de... T'as un virement qui prend des heures, des jours. Là, pour le coup... Quand il passe. Mais bon, après, je pense quand on parle de ces sujets de problématiques bancaires, c'est des sujets de crypto guys, quoi. C'est un peu genre, voilà, mince, je me suis fait fermer mon compte en banque, mince, Bon, heureusement, ça a tendance quand même à diminuer un peu, mais... Ça m'est arrivé il y a 3 semaines, tu vois. Ah bon? Tu t'es fait fermer ton compte bancaire, banque française? Ouais. D'ailleurs, je suis en train encore de me battre pour essayer de ne pas l'avoir fermé, mais... En perso ou en pro? En perso. En perso, je suis client depuis 25 ans de la Société Générale. L'année dernière, il m'avait demandé de justifier tout à fait normalement. Hein. On dit, ah ouais, ok,
ah, vous avez reçu ça, puis vous avez fait un virement vers Kraken, est-ce que vous pouvez justifier les trucs? Est-ce que vous pouvez me donner le CERFA qui déclare que vous avez fait ça et tout? Tu vois, fine. Étant un acteur régulier avec ma boîte, je sais ce que c'est, quoi. De temps en temps, tu fais un contrôle aléatoire, tu fais, ah, tiens, celui-là, il allume plein de trucs en rouge. Et il m'envoie, ça doit être le 22 février l'année dernière. Salut, voilà, gros message dans leur messagerie sécurisée. Genre, on a besoin de ça. Et je leur réponds, ah, bien sûr, bah, ça, c'est ça. Ok, on veut les documents. Puis tu as une discussion qui dure 6 semaines et tu envoies les trucs. Et puis voilà. Pas plus tard qu'il y a 6 semaines, justement, je me retrouve à la maison. Je n'étais pas chez moi à ce moment-là. Ma mère me dit, on a reçu un accusé de réception, tu veux aller le chercher? Non, t'inquiète, j'irai le chercher quand je rentre. J'arrive lundi et tout. Je vais chercher mon accusé de réception et c'était une lettre. Nous allons procéder à la fermeture de votre compte parce que vous n'avez pas voulu comply et tout. Je fais que j'ai pas voulu comply. J'ouvre mon application bancaire et je vois que oui, j'avais un message dans l'application bancaire. Pas de notification, pas de truc, mais j'avais eu mon conseiller au téléphone, tu vois, 2-3 fois dans le mois pour discuter de crédit, pour discuter de trucs, tu vois. Je me pose la question de faire des travaux chez moi et tout. Le mec me dit pas, on est en train de faire un calibus. En plus, le mec n'était pas renseigné comme conseiller de mon application. Du coup, je pouvais même pas répondre aux messages en question. Quoi. Genre, le truc bugué chez eux, quoi. Je pouvais pas non plus mettre d'achat de trucs et tout ça. Et le gars, en fait, m'avait envoyé un message le 6 février et le 22 février, envoyé le courrier. Vous avez pas répondu à mon message, c'est parti, on ferme votre compte, pas d'aboum, quoi. Et pas beaucoup de temps pour répondre, quoi. Genre, vous êtes... Non, mais je suis là, genre, bon, bah, ok. En plus, ça tombe bien, parce que la Société Générale, c'est Boursorama, enfin, une de leurs filiales, si j'ai pas de bêtises, qui accepte maintenant l'investissement en crypto-monnaie via Boursorama, avec des ETP via CoinShares et BlackRock, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, oui. Du coup, ils acceptent de la crypto quand tu n'as pas de crypto. Ça. Ouais, ouais. Tu vois, le jour où on pourra vraiment trinquer à ça, ce sera le jour où quand tu as un IBAN, en tout ton IBAN, tu as aussi ton 0x. Ah oui, bon là, je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps. D'ailleurs, s'il y a une banque qui est intéressée, on fournit une technologie excellente chez Comet. Si vous voulez vraiment déployer des wallets sur plusieurs dizaines, centaines de millions d'users, on l'a fait pour WorldCoin, donc on peut le faire aussi pour vous. Voilà, mais bon, écoute, c'est pas fini. Dans la lettre, il disait que ce serait jusqu'au 28 avril. Donc j'ai encore peut-être quelques jours pendant qu'ils me ferment mon compte. Mais j'ai envoyé les documents, on verra bien, ils me répondent plus maintenant. Bon, espérons. L'agence de l'ASG est pas loin. Je vais peut-être aller leur faire un petit tour comme ça. Coucou, en fait, où ça en est? Ouais, tu peux tenter. et donc tu viens de le dire, Comet. Ouais. Donc toi, en fait, tu travailles là, tu t'es à fond sur Ethereum France, donc organisation de THCC. Alors, je suis président de l'association. Des présidents. Ouais, mais j'ai un rôle de représentation et de VRP de la conférence. C'est une association à but non lucratif, on organise ZCC à but non lucratif aussi. Grosso modo, il y a 40% du budget qui vient des tickets et 40% qui vient des sponsors. Et donc ouais, je fais surtout beaucoup de mise en relation, d'aller chercher des speakers, aussi de m'assurer que que Vitalik vienne, que tout un tas de mecs importants de l'écosystème soit au courant de la conférence et pensent à y lire parce que je les croise, j'ai les contacts depuis qu'on se connaît dans la crypto. Et je bosse, je pense, un bon mois et demi sur LCC. Typiquement, le mois de juin, le mois de mai, c'est des mois assez intenses là-dessus, quoi. Ok. Donc, tu es dans Ethereum, on va dire, depuis 2016, depuis 15. Depuis 2015. Ouais. Since Genesis Block. T'as participé à l'ICO? Non. J'ai participé au lancement du réseau. J'ai essayé de miner sur le testnet et ensuite quand Homestead s'est lancé, je suis allé sur le testnet sur le mainnet et j'ai miné sur le mainnet. Ouais, t'as miné. J'ai miné sur l'adresse 0 aussi pas mal de fois. C'est quoi l'adresse 0? Il y avait un bug un bug. Non, c'est pas un bug, c'était une mauvaise configuration, je pense, du nœud get. En fait, quand tu voulais miner à l'époque, tu lançais get et tu faisais get.mine et puis ça lançait le mining, quoi. Mais ça lançait le mining sur quel compte? Il fallait que tu te crées un compte. Il n'y avait pas MetaMask à l'époque. Il n'y avait pas Ledger. Enfin, si, il y avait Ledger, mais il ne supportait pas encore Ether sur un truc. Enfin bon, en tout cas, il te fallait un wallet. Donc, tu pouvais faire get new account. Et puis, get te générer un compte. Il te mettait un password. Et puis, tu disais, voilà, en fait, je peux faire mes transactions et tout. Le but, initialement, d'Ethereum, c'était quand même que tu t'installais get. Ensuite, dans get, tu avais Mist, qui était un navigateur. Et Mist était plugué à ton nœud. Et puis, en fait, c'était comme un navigateur. Sauf qu'à chaque fois que tu avais des trucs Web3 à faire, d'où le terme Web3, c'est que ça parlait à ton nœud, quoi.
Donc l'objectif était que chacun ait un nœud et chacun ait un truc. Bon bref, quand tu faisais get new account, tu avais un nouveau compte. Et puis normalement, quand tu faisais get that mine, ben, ça minait sur ce compte-là, quoi. Mais je crois que dans la release d'avant, la release d'après, il demandait que quand tu faisais get that mine, de dire sur quel compte tu voulais miner. Sinon, en fait, il considérait que tu minais sur l'adresse nulle, quoi. Donc j'ai envoyé des blocs sur l'adresse nulle. Tu sais, c'est le truc, il n'y a pas de pool, il n'y a pas de truc, rien du tout. Tu lances le mining et puis tu es là, genre bon. T'as peut-être perdu des dizaines d'Ethers là-dessus. Ouais, après à l'époque. Tu reviens le lendemain, tu regardes tes logs et tu fais genre. J'ai trouvé un bloc. Tu regardes ton adresse, tu fais genre elle est pas là. Hein. Puis après tu vas commencer à ouvrir la console JavaScript de l'époque. Genre attends, il faut que je communique avec le nœud. Est-ce que je peux faire une requête de la balance de ce truc-là? C'est Explorer qui bug, quoi, c'est pas possible. Non, rien. Puis tu cherches. Et après 72 heures, tu. Voilà, la boule classique. La boulette. Non, t'as perdu 3-4 blocs. Mais bon, c'était le début, quoi. Ok. Et donc du coup, mineur d'Ether. Et bah tiens, ça fait une bonne question toute trouvée. Qu'est-ce que tu penses toi de la transition d'Ethereum en Proof of Work, donc minage, vers Proof of Stake POS, le staking? C'était prévu, enfin c'était l'objectif dès le départ, dès le lancement d'Ethereum. Pour moi, il y a eu 3 transitions, dont une dont on a terminé aujourd'hui. La première transition, la première phase, c'était d'être en Proof of Work. La phase de Proof of Stake, on l'a faite en 2 étapes. D'abord, on a fait Proof of Stake et Proof of Work en parallèle, et puis ensuite que Proof of Stake. Et la troisième transition qu'on est en train de vivre actuellement, c'est le changement de l'exécution en L1 vers de l'exécution vers des L2. Et effectivement, dès le début d'Ethereum, on avait décidé de passer en Proof of Stake. Sauf que quand Ethereum a été créé, le consensus au sein des développeurs et des chercheurs initiaux, c'était de dire les algorithmes de Proof of Stake, les types de consensus qu'on faisait à l'époque, il y avait il y avait Tendermint, quoi. C'était le seul truc qui existait à l'époque. Ma connaissance. C'est Cosmos 5 qui utilisait ça. On trouvait que ça répondait pas à tous les critères que souhaitait mettre en avant Ethereum. En fait, ils se sont dit on peut faire une Proof of Stake mieux, c'est-à-dire plus résiliente pour différentes pratiques de sécurité, aussi de pouvoir forker la chaîne pour séparer les chaînes. S'il y a un dissensus sur la Proof of Stake d'Ethereum, en fait les chaînes se séparent et puis la partie du staking qui faisait pas consensus, elle n'existait pas d'un côté, elle n'existe pas de l'autre. Enfin, tu as des systèmes comme ça qui ont mis beaucoup de temps à arriver à maturité. Et ensuite, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu de construire ce Proof of Stake. Parce que le long de la conception de ce Proof of Stake, il y a eu beaucoup de débats sur comment est-ce qu'on allait scaler le réseau avec ça. Et pendant ce temps, en fait, il y a d'autres protocoles qui sont lancés avec des approches similaires et des approches similaires, mais des exécutions un peu différentes. Alors, Polkadot, par exemple, en fait, il y a une chaîne principale, il y a des chaînes autour. Enfin, c'était des concepts qui étaient déjà travaillés par la fondation Ethereum à l'époque. Et donc, ce qui a mis beaucoup de temps, c'est de construire une Proof of Stake qui permettait d'avoir du sharding de l'exécution, d'avoir des chaînes en parallèle qui permettaient d'exécuter quelque chose, donc de déporter de la charge d'exécution, en gardant la sécurité de la chaîne principale. Et ça s'est traduit finalement maintenant avec un modèle où tu as un Ethereum Mainnet, la Beacon Chain qui sert de consensus pour Ethereum Mainnet, et plein de shards, plein de L2, et potentiellement des L3 au-dessus de ces L2, et la Beacon Chain qui leur permet de bien écrire dans le L1 et de sauvegarder une partie de leurs données pour des problématiques de sécurité, quoi. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, mais surtout la transition de Proof of Work vers Proof of Stake, tu vois, c'est 1er décembre 2020. Je sais parce que c'est le jour de la naissance de ma fille. Donc, je sais avec mon nœud, genre, ça va marcher, ça va marcher. Alors, l'hôpital, bon, ok, ça. Les deux livraisons se sont très bien passées. Mais ensuite, le fait d'aller débrancher la Proof of Work pour brancher la Proof of Stake, uniquement ça, faut laisser juste la Proof of Stake, c'était un beau tour de force. Sachant qu'il n'y a pas eu de downtime, il n'y a pas eu de truc, il y avait déjà énormément de thunes qui étaient gérées sur le réseau. Et en attendant, c'est... Pour ceux qui veulent voir ça, le film Vitalik Story of Ethereum, je crois que c'est ça. T'as vu, et pas mal du tout. Cool. Et franchement, franchement, j'ai été agréablement surpris. Je trouvais ça plutôt très bien fait. Franchement, allez le regarder, il est cool. Je crois qu'Ethereum France avait soutenu le lancement et il y avait une projection, je crois, au Grand Rex, il me semble.
Yep. Bah, déjà, ça a pris 5 ans. Ouais, au début, les gens pensaient que ça allait prendre 2 ans. Et pour s'engager à le faire, comme il y avait le pressentiment que ça allait être dur et que une fois que ça marchait, que ça tournait, on allait dire oh, il y a d'autres problèmes à régler, ce problème de fond, on le change pas. Il y avait un mécanisme qui s'appelle la difficulty bomb, qui était introduit dans Ethereum très très tôt, je crois que c'est fin 2015, qui fait qu'à partir d'un certain bloc, la difficulté des blocs augmente exponentiellement. Donc comme la puissance du calcul n'augmentera pas exponentiellement, les blocs se ralentissent. Donc si vous voulez regarder sur l'Explorer Etherscan ou autre, vous regardez le block time, et tu vois qu'il y a des boum, boum, à chaque fois que ta difficulty bomb kick in, et pour dire au core dev, genre bah en fait là, c'était des objectifs qu'à ce bloc-là, ce qui était genre en 24 mois, ça devait être fait, c'est toujours pas fait, donc le réseau ralentit, donc maintenant il faut faire une fork pour repousser et se réengager sur une date. Et plusieurs fois on a repoussé. Et moi je trouve qu'on a peut-être aujourd'hui une occasion d'aller réintroduire une difficulty bomb, parce qu'on déporte beaucoup de calculs sur les L2 et qu'il y a des chamboulements sur l'économie du réseau qui font que bon, en fait, comment est-ce qu'on s'organise, comment on le fait pour que ça soit viable à terme. Ouais, justement, en parlant de ça, j'avais vu passer un tweet sur X qui disait que les frais générés sur Ethereum, là, en mars 2025, étaient équivalents à ceux générés en juin 2020, alors que le prix de l'Ether était à 220 ou 280 $, je crois. Ouais. Donc, en fait, il y a eu un gros changement l'année dernière avec l'EIP, hein, je pourrais pas me rappeler, 4844 proto Danksharding, ouais, qui a créé un espace dédié, ce qu'on appelle les blobs, pour que les L2 viennent inclure leurs transactions, distincts du réseau, on va dire classique, où quand tout le monde transacte, enregistre ses transactions. Et donc ça, là-dessus, ça a permis de faire baisser énormément les frais que les utilisateurs payaient sur les L2, et ça a déporté beaucoup d'utilisations vers les L2, principalement peut-être des retail ou des petits portefeuilles. Donc actuellement, Ethereum souffre pas mal, en tout cas le token souffre pas mal en termes de prix. Toi, qu'est-ce que tu penses déjà de cette stratégie-là, d'avoir privilégié, on va dire, l'écosystème global Ethereum plutôt que le réseau unique Ethereum? Est-ce que toi, tu penses que c'était la bonne stratégie et que c'est la stratégie qu'il faut faire? On appelle ça, on va faire grossir le gâteau en fait, plutôt que uniquement Ethereum, en quelque sorte, la blockchain. Alors cette stratégie, elle était préparée, annoncée, mais l'exécution et les conséquences de l'exécution et l'envergure des conséquences n'était pas forcément complètement envisagée. Alors, en fait, on a commencé à pousser des L2 avec ça nous ramène à la naissance de Comet, parce qu'au début on a lancé un jeu vidéo et on voulait se lancer sur Arbitrum, et Arbitrum a été repoussé, il a fini par arriver en mémoire en juillet 2021. À ce moment-là, en fait, on avait tellement de besoin d'aller sur du block space qui était moins cher pour juste tester d'autres applications, comme du jeu vidéo fully on-chain. Le premier jeu vidéo de Comet était de tourner que on-chain. Il n'y avait pas de... Ouais, on pouvait jouer sans frontal. Et même sur Arbitrum, ça doit être quasiment impossible parce que le nombre de transactions qu'il faut faire pour que tout soit on-chain, c'est monstrueux. Ouais, mais si tu as du block space qui est très cheap, tu peux y aller, quoi. Et à ce moment-là, on avait fini par lancer sur Polygon qui accélérait à ce moment-là en février 2021, quoi. Et donc ça nous ramène à 2021 où on commençait à avoir des L2 qui se lançaient. La technologie des L2, en fait, elle a maturé depuis l'origine d'Ethereum, quoi. Les premiers trucs qu'on avait, c'était des payment channels où on ouvrait ces sortes de... Pour faire un gros raccourci, des mini Lightning. On fait un mini Lightning Network entre quelques personnes et on faisait des échanges autour d'un contrat et après on settle dans le contrat, quoi. En fait, en généralisant ça, on est arrivé à un concept qui est Plasma, puis Plasma Cash, et puis en fait ensuite des roll-up. D'abord roll-up qui se vérifie avec une Zero Knowledge Proof, pour dire bah ouais, tu rentres et tu sors de ce qui se passe de l'autre côté avec une Zero Knowledge Proof. Puis après on s'est dit ouais, mais en fait c'est un peu lourd et il faut quand même beaucoup travailler pour l'équipe pour créer ses preuves avec des arbitrages à faire entre des grosses preuves faciles à calculer, des petites preuves difficiles à vérifier, enfin tout un tas de débats techniques. Juste pour revenir sur le L2 d'ailleurs, expliquer peut-être les différents types de L2 et ce que c'est qu'un L2, peut-être pour ceux qui ne sauraient pas. Un L2, c'est une chaîne sans consensus. Allez, pense ça. Voilà, c'est une chaîne dont le consensus est hérité d'une chaîne en dessous.
Donc, tu as le L1, le layer principal, le Ethereum Mainnet, et un L2, c'est une chaîne qui va dire, en fait, moi, j'organise, je mets mes transactions dans un certain ordre. Voilà, ça fait un ordre, je le mets dans un bloc. Voilà, et après, je recommence, je fais un deuxième bloc. Donc, une blockchain, c'est une chaîne de blocs dans laquelle il y a des transactions dans chaque bloc qui sont ordonnées de la première à la énième. Et voilà. Donc, ce que fait un L2, c'est qu'il crée des blocs avec des transactions qui sont ordonnées à l'intérieur. Et régulièrement, ce L2, ce réseau de nœuds qui s'appelle le L2, régulièrement, en fait, ce réseau écrit dans le L1 pour dire « Hey, mon dernier état, c'est-à-dire quand j'ai exécuté les transactions de ce bloc-là, mon dernier état, c'est 0x, blablabla, cet état, je l'ai écrit dans la blockchain en dessous. Et by the way, entre-temps, j'ai calculé cet état en exécutant tout ça. Et tout ça, ça veut dire toutes les transactions que j'ai enregistrées. Et donc ça va sur Ethereum pour la sécurité. Ça va sur Ethereum pour la sécurité, oui. Alors, la différence de technologie selon les L2, c'est que tu en as qui disent, en fait, moi, je me comporte juste comme une EVM, comme Ethereum, je me comporte tout pareil. Et puis, quand vous voulez rentrer chez moi, il y a un contrat de bridge, donc vous envoyez votre argent là-dessus, puis il apparaît de l'autre côté. Et quand vous voulez sortir, vous faites une transaction de sortie, et si au bout de 7 jours, personne ne vous a empêché de sortir, vous êtes sorti. Ça, c'est la version optimistique. Optimistique, ça veut dire, en fait, la sortie, elle est optimiste. C'est-à-dire que, ouais, en fait, tu peux sortir si tu veux, et du moment que tu fais pas de bêtises, il n'y a pas de raison. Si tu n'essaies pas de sortir 10 alors que tu as 11, t'as que 9, ça passe. Enfin, si tu essaies de sortir 11 alors que tu as 12, ça marche pas. C'est la version où il y a des gens qui vérifient quand même que Ouais, normalement, il y a des gens qui observent la sortie du... que les gens sont bien honnêtes. Et ça a maturé très très vite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de difficultés à construire la chose. Enfin, en fait, on fait un challenge pour sortir. En fait, l'entrée, ça va. Et la sortie, comment est-ce qu'on détecte la fraude? Comment est-ce qu'on détecte le truc? Est-ce qu'on fait un challenge? Comment on le fait et tout? Et il y a une autre version des rollups qui sont les rollups dits à Zero Knowledge, les ZK rollups, dans lesquels, en plus d'enregistrer l'état et dans le L1, le rollup permet aux gens de sortir en fournissant une preuve. C'est-à-dire, je te fournis une preuve que je possède bien 10 dans l'état que tu viens d'enregistrer. Et pour ça, je construis une preuve, Zero Knowledge, que tu peux opposer à l'état que tu viens d'enregistrer. Donc pour sortir, je vais voir le bridge en disant « Hey, regarde, ça c'est le dernier état. » Et voilà une preuve qui, quand tu la mets contre ce dernier état, dit bien que j'ai ces 10, donc je le sors. Merci. Donc les ZK Rollup ont l'insigne avantage de permettre de sortir instantanément, quoi. Et là, la recherche dans les rollups fait que on essaie de vérifier de mieux en mieux l'état de l'EVM, l'état de la machine virtuelle Ethereum, grâce à ces preuves. De les généraliser pour même des rollups qui sont aujourd'hui optimistiques. Donc il y a tout un pan de la recherche de la fondation Ethereum qui est sur comment est-ce qu'on prouve Ethereum, comment est-ce qu'on prouve l'EVM afin de permettre de faire des entrées-sorties et très rapides entre ces différents layers. Donc il y a des layers qui sont nativement prouvés et ça crée plein de... Il y a plein de différences. Starkware, par exemple, développe une machine virtuelle qui lui est propre, qui est très adaptée pour faire des preuves. ZK-Sync fait un truc similaire, la ZK-EVM de Polygon, enfin, chacun a pris des approches différentes pour être très performant sur la génération de ses preuves et permettre des entrées-sorties. Mais ça nous amène à la question que tu posais sur le 48-44, le dank sharding. C'est-à-dire que jusqu'au dank sharding, donc jusqu'à mars 2024, quand tu avais un rollup, tu exécutais de ton côté. Donc quand je te dis t'exécutes, c'est-à-dire tu fais une transaction Ethereum, quand elle a du code à l'intérieur, elle exécute des opérations machines qui sont plus ou moins difficiles. Évidemment, additionner, c'est un peu moins dur que mettre une exponentielle, faire un modulo, faire des trucs. Enfin, quand tu commences à faire des gros calculs, quand tu commences à enregistrer des trucs dans plein d'endroits, c'est de l'exécution. Et sur une blockchain avec une machine virtuelle, tu payes l'exécution. Et donc, ce que faisait un rollup, c'est qu'il exécutait de son côté, donc sur un plus petit nombre de nœuds, dans un contexte différent, donc ça coûtait moins cher. Mais n'empêche, il écrivait quand même dans Ethereum, il n'exécutait pas dans Ethereum, mais il écrivait dans Ethereum ce qu'il avait exécuté. C'est-à-dire, je peux te dire, fais-moi un exponentiel de 427 921 divisé par 34. Ok, tu fais le calcul, tu ressors le calcul. Ce que faisait le L2, c'est qu'il disait, j'ai eu ce calcul et j'ai trouvé ça. Revérifier, recalculer. Le ZK Rollup, il va quand même te dire, j'ai fait ce calcul, j'ai trouvé ça, et voilà la preuve que c'est bien ça que vous pouvez regarder, c'est bien ça la réponse, quoi. Mais n'empêche, le calcul, il se passait pas dans Ethereum. Mais il fallait quand même écrire dans Ethereum que c'est ça qui s'était passé.
Et donc, pendant toute la période où les L2 grossissaient, sans les blobs, en fait, ils calculaient et ils écrivent. Donc, il fallait quand même écrire dans l'Ethereum. Et cette écriture dans l'Ethereum, elle occupait une bonne partie de l'espace, elle faisait monter les frais de gaz, ce qui rémunérait aussi pas mal de gens qui faisaient du staking, forcément, ce qui créait de la variabilité sur le prix du gaz, et donc souvent des Ethers qui étaient détruits, parce que Ethereum a un mécanisme de destruction d'Ethers quand il y a une volatilité du gaz. Ouais, c'est ça, et même on peut même avoir un moment où le nombre d'éthers brûlés dépasse le nombre de nouveaux éthers créés, et donc de faire Ethereum à ce moment-là, quoi. devient déflationniste. Voilà, c'est ça. Et on n'est plus déflationniste depuis le 7 février. Ouais, et là ça augmente assez vite. Là, je crois les taux d'inflation 0,7%, je crois quelque chose comme ça, il me semble. Ça augmente assez vite. Ah oui, non, mais comparé au rythme de création de Bitcoin, c'est moins. 0,7% par an. C'est dans ce contexte de halving. Ouais. Mais on va dire, ouais, mais du coup, il n'y a pas de max. Certes, il n'y a pas de max, mais bon. Il n'y a pas de max. Mais c'est vrai qu'il y avait toute cette narrative avec TH 2.0, de Ethereum déflationniste, etc. C'est très puissant. Tu vois, de se dire, en fait, pour l'adoption d'une chaîne, tu peux pas te défausser d'avoir un narratif sur cette chaîne. Tu peux pas avoir un narratif sur l'asset. Tu es quand même obligé de dire ce que c'est que l'asset. Quand je te dis un euro, je te dis c'est l'euro de Christine Lagarde. Regarde, elle a signé. Ah ouais, Christine Lagarde. Voilà, donc tu vois, tout de suite, c'est l'euro, c'est nous, c'est l'euro. Le Bitcoin, elle se vend très bien comme ça. Il est orange, ce qui est une couleur qui est à la mode en ce moment. Et puis, il y en a 21 millions. Et puis, c'est prédictible aussi. On sait exactement quand est-ce que l'émission va s'arrêter, à peu près, etc. On sait qu'à ce moment-là, il faudra se poser des questions ou l'arrêter. En tout cas, tu sais vers quoi tu vas, quoi. Ouais. Et il y a des débats, Ouais. C'est passionnant. Moi, j'essaye toujours de trouver le moyen de me convaincre. Il y aura des scènes de frais, il y aura des scènes de trucs. Et Store of Value fait un peu genre... Ça, on déporte, on change le narratif, mais on crée un narratif qui est palpable, tu vois, qui est facilement intelligible, quoi. Là, en fait, Ultrasound, on se disait, en fait, oui... on avait réussi à mettre dans ce concept le fait que Ethereum ajustait sa supply et ajustait son émission par rapport à l'activité. C'est-à-dire quand il y avait une activité très intense du L1, et forcément les Ethers étaient brûlés et ça réagissait. Donc comme tu dis, quand les L2 inscrivaient leurs transactions directement dans, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça pour que tout le monde comprenne, c'est call data, je sais pas comment est-ce que tu... Ah ouais, écrire dans la chaîne, on appelle ça un call data, c'est-à-dire que c'est... l'opération machine par laquelle tu dis à l'EVM, et en fait, inscris ça là. Tu n'exécutes pas juste inscris-le, comme ça c'est dedans. Et donc là, les blobs, ils ont créé un espace vraiment dédié pour que les layer 2, les L2 puissent inscrire. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, les L2 ne font que écrire dans Ethereum pour dire, voilà, je suis à cet état-là, et le bloc de référence, c'est celui-là. C'est ça, et quand tu dis cet état-là, c'est telle adresse attend, telle adresse attend, telle adresse attend. Puisque cet état, c'est vraiment, tu hashes le solde de toutes les adresses, et tu hashes le code de toutes les adresses qui ont du code, de smart contract, et tu hashes tout ça ensemble, et tu fais un state root, et tu dis, en fait, mon state root, c'est ça, quoi. Enfin, dans une blockchain avec une EVM, chaque bloc est une transaction d'état. C'est-à-dire que tu exécutes les transactions l'un après l'autre. Tu dis, j'ai commencé avec la première transaction, j'étais à cet état-là. La deuxième, je suis passé là, je suis passé là, je suis passé là. Et à la fin, quand tu regardes le bloc, il y a un blocage, il y a un machin, et il y a marqué state root, c'est ça, quoi. Donc tu écrivais ta state root. Donc, et ce qui fait la cohésion du réseau, c'est que tu as plein d'implémentations différentes d'Ethereum, comme tu as plein d'implémentations différentes de Bitcoin. Et en fait, à chaque fin, tout le monde retrouve la même chose, quoi. Ouais, j'arrive toujours à compute le même state, quoi. Et avec les blobs, les L2 n'écrivaient plus le contenu historique de ce qu'ils avaient exécuté. Ça, ils le stockent dans les blobs aujourd'hui, et ils stockent aussi dans les nœuds, dans les blocs d'Ethereum, ils stockent leur état. En disant, je suis à l'état 0x machin, et la transition, c'est le blob machin. Et cette partie blob, elle existe dans Ethereum à travers la Beacon Chain, donc les nœuds qui font effectivement la validation. Et en fait, on garde un historique sur, de mémoire, 18 jours, 16 ou 18 jours, j'ai plus le nom. Donc quand tu fais tourner un nœud validateur, tu gardes 18 jours de blob de différents trucs. Mais c'est tout petit en fait, c'est quelques mégas ce que tu stockes comme ça, quoi.
Et ces blobs, pardon, ils sont achetés. C'est-à-dire que tu viens, t'es Base, t'es Optimism, t'es Arbitrum, t'es zk-sync, enfin, tu dis, en fait, j'achète un blob. Et aujourd'hui, on a un problème de pricing de ces blobs. Il y a 2 EIP en débat sur comment on devrait les repricer, parce que les blobs coûtent vraiment pas cher. Mais le gaz qui est dépensé, enfin l'argent qui est dépensé par les L2 pour acheter ces blobs, il est burné, en fait, il disparaît. Ça vient réduire le supply normalement, mais ils dépensent tellement peu pour écrire ces blobs que, en fait, ça suffit pas à réduire le supply. Parce que si j'ai bien compris, dans les blobs, actuellement, dans l'espace qui leur est dédié, il y a 6 blobs, et à partir du moment où il y en a 3 qui sont remplis, les frais que les L2 vont payer vont être augmentés. Et donc les L2, évidemment, s'arrangent à chaque fois pour ne jamais dépasser la limite de 3 blobs remplis, quitte à écrire dans les call data, comme on disait, parce que c'est moins cher d'écrire là-dedans. C'est là qu'il y a un débat. Est-ce qu'ils le font sciemment? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? En fait, un blob, ça coûte 1 whey. Le prix d'un blob, typiquement, c'est quelques whey. Donc un whey, c'est l'équivalent d'un Satoshi pour... Les gas price, quand tu regardes maintenant sur Etherscale, c'est 1 ou 0,5 gigaway, donc 10 puissance 9. Donc en fait, de toute façon, même si, on dit 10 puissance 9, c'est énorme comme chute. Et effectivement, ça se traduit comment? Vraiment, le réseau consomme très peu de frais. Fait que transacter sur le L1, c'est très peu cher. Voilà. Mais par contre, ça burn beaucoup moins d'Ether. Donc l'affichage est moins intéressant. Tu vois. Attendez, on burn des Ethers. Donc si tu veux, on a de nouveau une phase d'émission positive d'Ether qui peut être regardée de différentes façons. C'est-à-dire tu peux dire, ok, en fait on est dans cette phase de transition où là on est en train de grossir énormément l'écosystème et le block space disponible sur plein d'autres réseaux qui sont healthy, quoi. Enfin, tu vois, qui ont de l'activité, qui attirent leurs propres users. Tu vois, Sony lance Sony Home pour le Web3 gaming avec PlayStation et compagnie. Il y a de l'activité sur ce réseau, quoi. Voilà, c'est cool, Base lance son truc, Kraken lance son truc, il y a plein de choses qui se développent comme ça. Et ça vient en parallèle avec une phase d'émission où, clairement, en fait, les mecs payent vraiment pas cher l'inscription de leur data. Ouais. Parce que ça a réduit les frais sur Ethereum, mais ça a aussi surtout énormément réduit les frais sur les Layer 2. Parce qu'avant, quand on transactait sur les Layer 2, ça arrivait de payer une transaction $1 des fois, sur un Layer 2, ce qui était... Alors que là, maintenant, on parle des fois en moins d'1 centime de dollar. Complètement. Ça rend la transaction sur ces réseaux complètement indolore. Au point que c'est complètement sponsorisable. C'est-à-dire que tu vois, ça se fait beaucoup avec l'account abstraction, qui est un des thèmes sur lesquels Comet travaille. En fait, on sponsorise des transactions. Tu vois, je veux dire, si tu swaps un token dans un autre et que je te prends 0,5% de fees parce que tu es sur ma pool, en fait, pour ces 0,5% de fees, je vais te passer la transaction, puisque de toute façon, je me paye sur le truc. Oui. En fait, quand tu dis sponsorisable, c'est les applications qu'on va utiliser. Nous, on n'aura même pas besoin de payer les frais de gaz. De plus en plus, Et ce sont les applications. Si on veut attirer le grand public, il y a toujours essayer d'attirer plus d'utilisateurs, que ce soit plus simple à utiliser en tout cas. C'est vrai que ça est signé. Polymarket, une fois que tu t'es onboardé, t'es fully account abstracted. Polymarket, c'est interdit en France. Donc, on va pas parler de ce sujet. D'ailleurs, j'avais lu que les trucs sur YouTube, on était censé que parler des projets qui étaient PSAN. Ça tombe bien parce que Comet est PSAN. Mais bon, c'est pas censé faire la pub de... Alors, Polymarket, par exemple, pour ceux qui ont connu Polymarket avant son interdiction, attention, c'est un jeu d'argent d'après la NJ. Polymarket, c'était fully abstracté et tout ce que tu faisais comme transaction était géré par Polymarket. Vous achetez un token, oui ou non, est-ce que Trump va être élu? Oui, en fait, vous allez l'acheter à un autre, ça va gérer des frais. Nous, comme on a des frais de millièmes de centimes, on est trop content de vous les sponsoriser, quoi. Et pour te dire par rapport au blob, c'est un... De toute façon, avant les blobs, les L2 regardaient le prix du gaz sur le L1, puisque c'est ce qu'ils avaient à supporter comme frais d'inscription. Frais d'inscription qui maintenaient leur sécurité, puisqu'une fois que c'était écrit dans Ethereum, ils pouvaient turn off le truc et turn on et rebooter, et en fait, ils récupéraient leur état et ils repartaient. Et comme ils avaient en plus tout l'historique qui était là, tu pouvais réinterpréter tout l'historique. C'était là, quoi. À partir du moment où on a des blobs en place, tu n'as plus besoin d'assumer ces frais de call data et l'économie, elle est de l'ordre du x300, x400, quoi. C'est-à-dire ça coûte 300 fois, 400 fois moins cher que ce que ça coûtait avant, quoi.
De l'autre côté, côté L2, toi, tu disais, ça coûte jusqu'à $1 de faire une transaction, parce qu'il y avait un gros boulot du côté du séquenceur, l'entité qui est écrite dans le L1, pour dire, OK, les frais de gaz sont à 20, moi, grâce à l'exécution, par rapport à ce que j'écris, selon les différents opcodes et tout, j'ai un gain de peut-être 7 ou 8. OK, du coup, je ne vais pas te facturer 1,50, je vais te facturer 2 pour être sûr d'avoir la différence. Et comme ça, tu te retrouves avec des frais de gaz sur les L2 qui dépendaient aussi des frais de gaz sur les L1. Et quand il y a beaucoup, tu vois, ça se reportait, c'était pas encore idéal. Donc là, avec les blobs, en fait, on a fait table rase, clairement. Et le L1 coûte quasiment rien. Et le L2 coûte plus rien. Voilà. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit et de FUD autour de ça en disant « Ah ouais, il n'y a plus de frais, il n'y a plus de trucs. » Ouais, mais par contre, il y a 18 fois plus d'activité sur les L2 que sur les L1. Et donc, quand tu additionnes tous les L2 et tu additionnes l'activité de tous les L2, tu te dis « Ah oui, en fait, c'est devenu gros. » Mais ce qui est vrai, en parallèle, c'est que les frais collectés par ceux qui sécurisent le réseau, eux, se sont pas mal effondrés. Donc, c'est une équation qui est difficile à gérer. Et on a vu d'ailleurs un exode des validateurs. Enfin, il y a moins de validateurs depuis Protonank Sharding qu'avant. Alors, il y a eu un top du nombre de validateurs au 7 novembre. On a perdu, j'avais regardé entre début novembre et fin mars, on avait moins 2,5% en nombre de validateurs. Ok. Donc, chaque validateur, c'est 32 Ethers, quoi. Donc, il y avait une baisse. Et début d'avril, ça s'est reparti un peu à la hausse, mais on est quand même en dessous du top. Et pour moi, c'est un signal qui est important sur la désirabilité et l'attractivité du réseau, qui est un peu en berne. Il ne faut pas se cacher sur son petit doigt. Hein. Quand tu vois le rapport prix Head Bitcoin qui s'est écrasé sur ce cycle, tu te dis, OK, il y a des anticipations qui ne sont pas forcément très haussières sur le token et qui font que ça bouge. Mais est-ce qu'il faut que le token ETH soit à 5 ou 10 000 $ pour que le réseau fonctionne bien et pour que l'écosystème fonctionne bien? C'est là qu'il y a toujours ce débat de la sécurité économique, il est complexe. On va essayer de faire un peu la part des choses parce que la sécurité économique d'un protocole est un débat qui est très compliqué. Surtout parce qu'on a une chaîne principale, une chaîne majoritaire, une chaîne énorme qui est Bitcoin et qui est Proof of Work. À côté de ça, on a plein de chaînes de Proof of Stake. Et enfin, quand tu regardes la sécurité de Bitcoin, tu te dis, en fait, comment est-ce que je fais pour avoir 51%? Alors, plus de 50%, 51% pour faire simple, quoi. Et tu dis, en fait, ça coûte combien de faire les machines, de faire les trucs, de faire tout ça. Et puis après, tu dis, en fait, si je voulais les louer, ça coûterait ça. Si je voulais les fabriquer, ça coûterait ça. Et tu te fais ta fable et ton estimation de, ah oui, mais en fait, il y a des limites physiques. On peut pas sortir, on peut pas machin, on peut pas truc. Et je suis assez sensible à ce genre d'argumentation. Et je trouve que ça coûte pas forcément très cher, en tout cas pour un État ou pour quelqu'un qui a vraiment accès à beaucoup de ressources, d'aller saisir et d'aller utiliser cette puissance de calcul. Et les proof of stake, à côté de ça, elles se disent, en fait, je vais juste bloquer le token, demander aux gens de faire tourner les validateurs, et je vais faire mon consensus par rapport à ce token. Et quelqu'un qui veut attaquer une proof of stake, OK, il a besoin que d'un tiers, 2 tiers, OK, alors à partir d'un tiers, sur des trucs à la terminal mine, tu peux commencer à faire pas mal de bazar, mais bon, quand tu as 2 tiers, ça y est, tu contrôles. Ouais, mais en fait, acheter sur le marché ou se procurer sur le marché, là, tu te retrouves avec une demande et une offre, et forcément, le prix devient de plus en plus important. Et quand le prix devient de plus en plus important, ça devient de plus en plus cher d'acheter. Et tu as des mécanismes au sein même de la proof of stake, notamment sur Ethereum, qui permettent de dire, ouais, si tu diverges du consensus et que tu commences à faire une attaque, tu peux séparer. Tu peux dire, je me sépare et je fais de mon côté. Et si tu veux attaquer en mode tu rollback, c'est-à-dire que tu contresignes plusieurs choses, à ce moment-là, tes Ethers, ils disparaissent de l'autre côté, quoi. Donc, il y a des mécanismes de protection qui sont hyper intéressants par rapport à ça. Mais pour revenir à la partie purement économique, est-ce qu'on a besoin d'avoir un Bitcoin cher pour que Bitcoin marche? En fait, tu te retrouves à te dire, oui, mais si à un moment, t'as tellement plus d'incitation à miner parce que les bitcoins sont peu chers, les gens vont arrêter de miner, ça va faire plus de matériel de mining sur le marché, les gens vont arrêter de faire de l'innovation sur ces matériels parce que les autres gens ne vont pas en acheter, il n'y aura pas d'incitation à innover sur le truc, et puis à un moment, quelqu'un va juste se dire, c'est pas grave, j'achète à la case des mineurs, et puis j'attaque le réseau, de toute façon ça coûte pas cher de le faire, quoi. Sur une proof of stake, c'est un peu plus chiant que ça, c'est-à-dire que tu vas dire, oui, mais si l'Ether devient trop peu cher, les gens ont moins envie de staker. Si les gens ont moins envie de staker, ajustement du protocole fait qu'on rémunère plus les stakers.
en fait, la courbe de reward du staking, elle est décroissante du nombre de stakers. Donc, quand tu as beaucoup de stakers, là, aujourd'hui, tu as 2,5, 2,6%, give or take, de reward. Mais au tout début du lancement de la Proof of Stake, il y avait 3-4% des stakers, et là, il y avait du 8%, quoi. Donc, en fait, le protocole s'ajuste en disant s'il y a moins de stakers, bah, il faut qu'on rémunère plus les gens. Ouais. Parce que ce qu'on veut derrière la protection d'Ethereum, c'est qu'il y ait une protection économique. C'est-à-dire, si je voulais sortir un nombre maximum de 66% de staking, il faut que ce soit cher et que ce soit bien protégé là-dessus. Quand tu as le réseau qui arrive à un consensus sur « Ok, ce truc-là, c'est le dernier bloc », ça veut dire que tu as 32 fois 1 million d'Ethers, donc 32 millions d'Ethers qui ont signé, quoi. Et 32 millions d'Ethers sur les 120 qui sont en circulation, en fait, en gros, il y a ça, quoi. Tu dédires ça, c'est dédire ce qu'on dit, c'est 30 millions d'Ethers, quoi. Donc, quand tu vois la protection économique, c'est 2/3 de ça, quoi. Donc, mais si le prix de l'Ether baisse, c'est plus facile. Exactement. Si le prix de l'Ether baisse, tu vas dire, bah oui, mais en fait, j'ai plus qu'à en acheter, j'ai plus qu'à faire ça. Donc, il y a un indicateur que je trouvais, je te disais tout à l'heure, c'est que quand tu commences à regarder le nombre de validateurs qui baisse légèrement, tu te rends compte que ça matérialise une anticipation qui est, j'ai pas envie de mettre mes Ethers à stake, sachant qu'ils restent bloqués 4-5 jours, 7 jours au pire, quoi. C'est quand tu commences à sortir du staking, ça prend quelques jours. Donc tu te mets dans la psychologie du mec qui se dit je vais pas staker. Il stake pas parce que les rewards sont trop faibles. J'ai envie de disposer de mes Ethers pour pouvoir les vendre s'ils passent sous un truc. Donc en fait, le fait que l'Ether soit pas anticipé comme étant smooth ou pas, ou baissant peu, ça suffit pas de les rewarder de 2,7-2,6% pour que les mecs se disent ok, je veux staker. Et donc ça plafonne, quoi. Ça y est, il n'y a pas de nouveau staker. Donc peut-être qu'on est arrivé au moment où c'est bien, c'est ça l'équilibre, c'est 30 sur 120 qui sont à stake. Voilà, peut-être que c'est ça, quoi. Mais le fait que, si ça, là apparemment le bleeding, le 2%, c'est arrêté, quoi. Mais si ça devait continuer à baisser, là on pourrait vraiment se poser une question en disant, en fait, ça pose un problème pour la stabilité et la sécurité du réseau, que il y ait de moins en moins de gens qui veulent staker, donc que la finalité des blocs soit de moins en moins assurée par une importante manne financière qui a validé que ce truc-là était bien fait. Donc, une longue réponse pour ta question, est-ce que Ether a besoin d'être élevé? Tous les systèmes de Proof of Stake ont besoin d'un token qui vaut quelque chose pour se protéger contre quelqu'un qui dirait juste je les achète tous et puis je stake et c'est ma chaîne maintenant. Donc, tu as besoin qu'à tout le mieux, à tout le moins, au moins le token ne perde pas en valeur. Mais attention, ce raisonnement il est valable spécifiquement pour Ethereum, pas pour des chaînes qui sont de base déflationniste, où tu vas dire les tokens vous les déléguez. Tu vois, dans des chaînes où tu vas dire soit tu stakes, soit tu délègues, mais tous les coins sont rewardés. Ok, dans ce cas, en fait, le token doit faire que baisser. À moins qu'il y ait beaucoup plus d'activité que l'émission en question. Mais normalement, en fait, juste, on considère qu'on reward, on fait de la création d'Ether et tout. C'est pas le raisonnement qu'a Ethereum. Ethereum dit, en fait, on va rewarder les gens qui stake. Il n'y a pas moyen de déléguer. Tu peux faire du liquid staking. Il y a des petits trucs qui permettent de contourner un petit peu, mais finalement assez peu, et en fait on veut s'assurer que les gens ont envie de staker, et quand il y a trop de gens qui stake, on baisse les rewards, quand il y a moins de gens qui stake, on augmente les rewards, naturellement dans le protocole. Mais le fait qu'on arrive à un plateau, c'est attendu. Le fait qu'on baisse, ça doit nous attirer l'attention pour dire il y a quelque chose à faire pour améliorer le réseau et améliorer son fonctionnement. Et tu vois qu'il y a eu énormément d'activités qui soient déportées sur les L2, c'était prévu, mais que ça ait des conséquences telles sur la création d'Ether, parce qu'il y a moins d'Ether burné aujourd'hui, donc on est repassé en positif en termes de création d'Ether, et qu'il y a aussi moins de rewards pour les stakers, parce qu'il n'y avait pas seulement les rewards que tu faisais juste en création d'Ether, il y avait les rewards que tu avais sur les transaction fees. Vu qu'il y a moins de transaction fees, les stakers se disent j'ai plus que 2,6, 2,7%. Quand le taux directeur de la banque centrale est plus élevé, tu dis en fait, j'ai fait mieux rester en euros ou en dollars pour rester à 4%, quoi. Donc si j'anticipe que le token baisse légèrement et que je suis rémunéré que 2-3%, ou même stagne légèrement et que je suis rémunéré que 2-3%, j'aime mieux de rester en fiat, quoi. Et donc ça, tu vois, ces anticipations, ça, c'est pas gênant, tu vois. T'as quand même 30 millions d'Ether at stake, un quart des Ether at stake, c'est déjà énorme en termes de sécurité économique. Mais tu te retrouvais à puis avoir que 5-6% et que malgré ce que tu rémunères, les gens viennent pas, là, il commence vraiment à y avoir un problème. On est très très loin de tout ça. Mais quand même, tu vois, ça doit attirer notre attention sur le fait que, en fait, ça y est, on a fait plateau le
probablement fait plateau le nombre d'Ether at stake. Et c'est pas, peut-être qu'on a donné trop de marge au blob, et vu qu'il y a des débats en ce moment sur comment est-ce qu'on fait pour mieux rémunérer, mieux faire payer les blobs, parce que les L2 en fait font une grosse marge entre les transactions qui font passer dans leur L2 et ce qu'ils payent comme frais dans le L1. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un middle ground? Parce que forcément, si on regarde le nombre de stakers qui baissent, et donc aujourd'hui ils ont apparemment arrêté de baisser, ça doit nous attirer l'attention sur le fait qu'il y a un problème de répartition de ces frais, quoi. Donc j'aurais aimé qu'on mette une difficulty bomb dans le prix des, dans le prix des blobs pour dire attendez, on peut pas descendre sous ça. Il y a des mécanismes qui peuvent inciter là-dessus, notamment le fait de faire des tips, des choses comme ça. On va en parler justement pour les certaines propositions là, il y a hier, je crois. D'ailleurs, au moment où on tourne le podcast. Mais j'avais vu, alors c'est la standard charter d'une banque, je crois, qui avait dit que Base avait amputé Ethereum, d'après leurs calculs, de 50 milliards de valorisation. Oui, mais alors c'est leur modèle de valorisation. Alors pour le coup, j'ai essayé de retrouver j'ai trouvé la page de l'étude, j'ai pas trouvé l'étude en complet, et les modèles de valorisation sont pas publics. Il y en a assez peu finalement des modèles de valorisation. Tu vois, il y a des loan to value, stock to value, et tout. Des gens proposent des choses, mais il n'y a pas grand-chose qui fait consensus, je trouve, sur comment est-ce qu'on valorise un réseau, comment est-ce qu'on valorise ce genre de token. Ouais. Mais après, c'est vrai que si tu mets dans la balance, ce qui est une bonne façon de le faire, hein, c'est clairement un truc à prendre en considération. Si tu mets dans la balance que ta chaîne, elle doit générer des transaction fees, et que tu dis, je valorise quelque chose qui génère des transaction fees. Ouais, là, tu te dis, les gars, vous êtes passés de centaines de millions de transaction fees à quasiment plus de transaction fees. Enfin, j'exagère. Ouais. Les transaction fees d'il y a 4 ans, quoi. Bon, peut-être que vous avez fait le truc. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a multiplié par 18 l'activité en les mettant sur les L2. Sur l'écosystème, ouais, ça, l'écosystème au global, quoi. Tout compris. Mais les L2 ne vivent pas sans les L1. Tu vois, il faut pas s'imaginer que demain, Base va pouvoir dire en fait, Ethereum c'est trop cher, salut, je m'en vais, quoi. Tu penses que ça ne serait pas possible pour eux de lancer leur propre chaîne? En fait, moi, j'arrive même à un point où je me dis, une application qui arrive à attirer des millions d'utilisateurs, pourquoi est-ce qu'ils ne lanceraient pas leur propre chaîne au final? Où est l'origine canonique des actifs qui vivent sur Base? Elle est sur Ethereum pour le moment. Tu vois, le hack de Bybit, quelques 4 milliards, le multisig de Safe aurait pu tomber. C'est tombé sur Bybit. Mais la même attaque sur Safe, ça aurait fait bouger le contrat de bridge de Safe pour faire pointer vers les Nord-Coréens. Et tout d'un coup, les 12 milliards de TVL qu'il y a sur Base, ils sont plus sous le contrôle de Base et du roll-up. Ils sont passés sur le contrôle du hacker, quoi. Donc la vie sur Base, les assets sur Base, ils sont en fait sur Ethereum. Ils sont en fait là. Ils sont sur Ethereum, mais ils sont actifs dans Base. Mais ils sont sur Ethereum. Tu vois, les wraps Bitcoin, ils n'existent pas sans Bitcoin. Mais ils vivent sur Ethereum. T'as le même système, quoi. Sauf que un L2 qui dirait, en fait, j'upgrade mon bridge, j'upgrade mon séquenceur, j'upgrade tout ça, c'est pas... en fait, tu convertis pas tu changes pas ton... Comment dire, il suffit pas de poser un aileron sur ton coffre et de dire c'est parti, quoi. Non, en fait, c'est un changement majeur, quoi. Tu retires ton moteur, tu retires complètement le châssis. Enfin, c'est plus du tout la même voiture à la fin, quoi. Ils sont lancer le consensus dessus, c'est pas que un petit peu de tuning, quoi. Et ça te demande aussi de changer ton token natif, quoi. En fait, les L2, ils sont collés, ils vivent dans Ethereum et ils vivent avec Ethereum. Mais ce qui est vrai, c'est clairement de passer d'avoir 200 millions de fees générés en net sur les L2. Tu te dis, ok, on a super bien scalé, mais est-ce que ça s'est fait quand même au détriment d'un pricing des blobs qui est pas vraiment à l'avantage des stakers, quoi. Parce qu'en plus, avec la mise à jour Pectra, donc qui devrait arriver le 7 mai, c'est maintenant qui a été décalé, il prévoit d'augmenter encore les blobs, donc de 6 à 12, ou je sais même plus combien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, et ça va... alors déjà, ça fera plus de place dans les blobs, mais ça, dans le système de pricing actuel des blobs, ça fait que ces blobs auront encore moins de chances
de gagner en prix. En fait, l'idée initiale était de dire, bon, bah, en fait, on ouvre les blobs, on ne sait pas trop comment on va les pricer, mais on va les ouvrir. Et puis, on va mettre une règle pour que le prix s'ajuste et on va voir comment la découverte du prix, le price discovery, se fait dans ces blobs. Bah, en fait, je pense qu'il y a un échec là-dessus. Il y a eu un échec sur ce pricing, clairement. Il y a deux EIP qui en discutent en disant mais il faut qu'on reprice, il faut qu'on réajuste, il faut qu'on truc. Il y a eu des événements comme ça dans l'Ethereum par le passé, clairement. Enfin, ça s'est fait. Tu vois, le IP 1559 sur le price, sur le burn des Ethers et moins de reward pour les mineurs et le principe de typer les mineurs où tu vas être en priorité, tout ça. Pour avoir une bonne prédictibilité de ce que sera le gas price d'un bloc à l'autre, des problématiques du X, on se disait mais ça passera jamais, les mineurs accepteront jamais ce genre de changement. Bah, si en fait ils les ont acceptés. Même ces changements de repricing des blobs, ils vont arriver. Je crois pas du tout à ce que lorsque on reprice les blobs, les L2 se disent bon bah on va aller sur des data availability alternatifs, on va aller sur EigenLayer et Celestia. Non, parce qu'en fait c'est pas la même garantie de sécurité, la même garantie de communication. Parce que ce qui va arriver juste après le repricing des blobs, c'est les preuves d'entrée et de sortie entre les layers grâce au mécanisme des blobs aussi. Tu vois, quand tu voudras faire une zero knowledge proof pour sortir d'un optimistic rollup pour prouver que tu veux sortir tout de suite, pour des problématiques de gestion de fragmentation de la liquidité et des choses comme ça, bah en fait tu vas avoir besoin de passer par ces blobs. Donc tu vois, je crois pas du tout à ce que les réseaux actuels bougent vers des DA alternatifs une fois qu'on reprice les blobs. Donc DA, c'est Data Availability. Ouais, c'est en stock à donner, quoi. Ouais, c'est ça. Là aujourd'hui, on les stocke dans les blobs. Avant, on les mettait sur Ethereum. Et tu as des services qui sont lancés en disant, bah non, moi, je vais faire un service dédié à la gestion des blobs. Comme Celestia, comme EigenDA sur EigenLayer, etc. Yep. Et ou Avail aussi, notre il y a il y a eu des initiatives là-dessus qui ont d'autres intérêts que simplement stocker de l'historique d'un L1 ou d'un L2, enfin d'un L2. Mais et justement, toi, ce que tu as proposé là hier, conflit des pourboires. Donc c'est ça, des pourboires, ce qui fait un peu, ce qui nous a fait penser aussi un petit peu à des tarifs douaniers, vu qu'on est qu'on est sur la période des. Je sais pas le seul des droits de douane. On a pensé que c'était marrant de le proposer le jour du Liberation Day. Ah, c'était volontaire? Ouais, c'était volontaire. Ok, d'accord. Oui. En fait, je crois qu'il y a une insatisfaction très forte de la performance du prix de l'Ether par rapport au prix du Bitcoin. Clairement, les gens se sont dit. Pourquoi est-ce que ça n'a pas suivi le même trend ou pourquoi est-ce que ça a autant déconnecté par rapport à ce trend? Fine. Et en même temps, les gens se disent, mais attendez, les L2 s'en mettent plein les poches. Waouh, mais il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'on a déporté les trucs? Enfin, voilà. Donc, il y a un travail de communication qui est en cours d'éducation sur dire, en fait, c'est Ethereum. Tu vois, Base Optimism, Arbitrum, zk-sync, etc., etc. C'est Ethereum, en fait. C'est le même réseau. Il passe par c'est juste, t'as un centre et une périphérie. La périphérie, elle est sous l'administration du centre, quoi. Mais effectivement, on a ouvert des zones franches et puis on n'a pas récupéré beaucoup de taxes et les prix de l'immobilier dans le L1, ils sont en train de baisser, quoi. Bon, il y a un problème, les gars. Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, mais en même temps, du coup, vous avez vu l'activité économique qu'on a. Ouais, mais les gars, les fees. Puisqu'il y a le prisme de valoriser l'actif par rapport à ses fees, ce qui est une bonne façon et une mauvaise façon, je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, forcément ça se reflète dans les perspectives sur le prix. Et je trouve qu'on a que ces impacts de narratif sur le prix ont été beaucoup ignorés par la fondation, pas que la fondation doit être là, pump it, mais juste de considérer qu'il y aurait des conséquences ou que quand ces débats ont lieu, il faut les adresser, il faut expliquer pourquoi et comment. Et la question de qu'est-ce que la sécurité d'Ethereum, est-ce que l'Ethereum peut marcher avec un Ether à 50, à 10, à machin, un truc. En fait, c'est important de les avoir en tête. Et c'est d'autant plus important de les avoir en tête qu'on n'est plus un réseau adolescent dans lequel t'as une carte graphique, bah viens miner, tu feras payer de l'électricité à tes parents et t'auras un ou deux Ethers dans ta poche, quoi. Tu vois, c'est plus si tu veux de l'Ether, il faut que tu l'achètes sur un exchange. Aujourd'hui, c'est comme ça, quoi. Si tu veux de l'Ether, il faut l'acheter sur un exchange. Bah, puisqu'il faut l'acheter sur un exchange, forcément, quand quelqu'un achète quelque chose et qu'il peut pas se le procurer simplement en contribuant, il regarde le prix. Et quand il regarde le prix et que le prix est en train de baisser, il se dit, ah oui, bah, pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, les L2, est-ce que j'ai vraiment besoin d'Ether? Ah mais j'ai besoin que d'1 ou 2 centimes. Ah bon, d'accord, très bien. Et
de gérer ces perspectives et de gérer cette maturité, je pense qu'on a fait des bonds technologiques tellement importants et on les a fait tellement vite et avec tellement de succès qu'on a oublié de regarder aussi l'état de la perception qu'avaient les gens, le public, de ce que faisait le réseau. Et c'est bien que maintenant que ces débats reviennent, donc avec Zach Cole et Dean Ingenman, on a proposé que les gars, vous devriez faire un petit tips. Voilà, tout simplement. Accepter de laisser 1 ou 2 gigabytes de plus aux personnes qui créent les blobs, puisque de toute façon, le mécanisme de création des blobs est parti pour être cassé pour les au moins 10 à 12 prochains mois. Coupons court en tant qu'écosystème assez critique de ouais, mais les fees, mais les trucs, mais les machins. Maintenant, en fait, donner plus de tips quand vous faites des blobs, c'est un truc sur lequel tu as contrôle. C'est-à-dire que tu vois le prix du blob, il est généré par le protocole. On dit, le prix du blob, c'est rien. Ok, je vais vous prendre rien, mais je vais vous filer $1 de tips. Ça, tu peux, en tant que L2 qui fait un blob, dire je vous fais $1 de tips. Mais ça ampute leurs bénéfices. Ça ampute leurs bénéfices. Mais d'un autre côté, ça envoie un signal extrêmement fort au marché qui est nous, L2, on se rend compte que ce truc est cassé. On est aligné avec tout ça et on attend des changements parce que c'est pas normal qu'on ait besoin de le typer. On attend des changements. Et tu sais, c'est un très fort signal pour le marché, cette cohésion, cet alignement. Et mon expérience personnelle, vraiment, je parle juste d'expérience de la blockchain, c'est que c'est extrêmement difficile de faire de l'adoption et de pousser fort. Enfin, tu t'avances avec le frein à main, quoi. Quand ton token recule, quand le marché est en reculons, etc., c'est très difficile de faire de l'adoption. À l'inverse, un marché stable et un marché haussier, c'est un catalyseur pour l'adoption. Dès que le marché est en vert, les gens se sentent plus riches, les gens ont envie de prendre plus de risques et les gens ont envie d'essayer d'autres trucs. Et tout d'un coup, on teste plein de choses, il y a plein de machins qui se ramassent au sol, et il y a quelques trucs qui restent, on se dit, tiens, en fait, c'était une super bonne idée. Donc, tu vois, les vagues d'adoption, ils sont toujours alignés avec... Alors, c'est l'œuf et la poule, par contre, mais en fait, c'est bon pour le réseau que les L2 se disent, ouais, en fait, on a compris. Tiens, rendons l'Ether plus désirable et le staking d'Ether plus désirable, parce que, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un problème. Peut-être qu'on n'aura pas un x300 en termes de gain de cost sur le L2 entre le L2 et le L1, mais peut-être que x250, un x290, un x30, et peut-être, enfin, je sais pas, c'est-à-dire les gens peuvent typer ce qu'ils peuvent typer. Peut-être que ça, c'est cool, et en fait, ça suffit pour dire, non, mais attendez, on est aligné. Ouais. Est-ce que ça va prendre du temps après? Parce que là, tu disais 6 à 12 mois pour toi, le temps que le marché se régule. Mais là, on a déjà quoi, 150 L2, 200 L2. Ouais. Faudra arriver à combien de L2 pour que... Parce qu'il y en a combien qui vont mourir sur ces 150? Je pense que le débat technique, il va être difficile à avoir parce que quand tu t'es trompé une première fois, tu n'as pas envie de te tromper une deuxième fois. Donc, savoir, OK, en fait, on a sous-pricé les blobs et il y a des gens parmi les core devs qui disent non, on n'a pas sous-pricé les blobs, j'ai juste pas assez d'activité. Attendons de voir quand les blobs seront effectivement remplis si... Ça arrive un jour après aussi. Parce que... Voilà. Alors l'autre solution, c'est de créer une pool de remplissage de blobs où en fait on remplit les blobs avec des trucs juste pour dire on va monter les prix, c'est pas grave. Tu veux. Mais qui te ferait ça par exemple? La fondation? Peut-être quelqu'un assis dans cette salle. Ouais, mais... C'est de dire juste, en fait, on va faire une application qui est écrite dans les blobs parce que de toute façon, ça coûte rien, donc on va écrire dedans. Et puis, on va monter le prix. Donc, il y a une partie des core devs qui disent, OK, c'est pas un sujet urgent. OK, le price discovery n'a pas commencé. Ne le précipitons pas. Laissons plus de L2 arriver et laissons ce price discovery arriver. Ce qui est un argument que j'entends complètement. Il y a un autre qui se dit, ouais, en fait, cette fois-ci, on va prendre le temps de bien regarder parce que quitte à le changer, on va bien le changer. Et quand je te dis 6 à 12 mois, ça veut dire... finaliser une EIP et l'intégrer dans un changement à venir. Pour moi, il faut 6 à 12 mois pour réfléchir correctement à ce genre de problème. EIP, c'est un... pour lequel on fait des changements du protocole. Chez Bitcoin, c'est BIP, Bitcoin Improvement Proposal. Chez Ethereum, c'est EIP, Ethereum Improvement Proposal. Donc ça met 6 à 12 mois à conceptualiser un truc comme ça. C'est pas juste un changement de type attendez, mais on change... Qu'est-ce qu'on a fait comme changement on a renommé un opcode. Un jour...
Il y a un opcode qui s'appelait Suicide, on l'a renommé Self-Destruct, en disant non, franchement, on peut pas appeler le stopcode Suicide, on va l'appeler Self-Destruct. Tu vois, là, ok. Ça rassure-moi, ça prend pas si ça. Non, ça va vite. Ça va vite. Par contre, ouais, quand le Dank Sharding, 48-44, ça a pris 2 ans et demi à le faire. J'exagère peut-être un peu, mais voilà. Donc un repricing, ça va prendre 10 à 12 mois. Et une fois que tu as finalisé et amené un consensus technique et économique sur cette nouvelle idée, ben, l'intégrer dans Ethereum, ça demande de trouver une date de fork. Et aujourd'hui, on fait 2 forks par an, quoi. Donc ouais, je pense que si on devait changer ce truc, ça prendrait tant de temps. Donc il y a la version qui est de dire, bah ouais, non, écoutez, ça marche pas, mais ça veut pas dire que c'est cassé. Donc attendons de voir si ça marche en laissant le nombre de trucs grossir, et puis finalement, ça a peut-être marché. Option 1. L'autre option, c'est de dire, bah oui, mais en fait, peut-être qu'il faut peut-être que peut-être qu'en fait, il y aura tellement de L2 qui vont se lancer que ça va effectivement arriver. Mais peut-être aussi qu'il n'y aura pas tellement de L2 qui vont se lancer. Peut-être que, en fait, les marchés sont tellement shaky en ce moment, c'est tellement difficile de faire ci, de faire ça. Il y a peu de choses qui se lancent et que, au final, il y aura assez peu. On a une belle vague de création de L2. Peut-être que dans 2 ans, il y en aura une autre. Et si on n'a pas de nouvelle vague de création de L2, bah, on n'aura pas l'occasion de tester ce marché. Et donc, pour moi, ne pas adresser ce problème et pas commencer à penser tout de suite à ce que devrait être un meilleur marché du blob, c'est pas se préparer à l'éventualité qu'en fait, on ait un ralentissement de la création des L2. Et voilà. Ce qui est pas impossible, parce que il y avait quand même Abstract, qui est un layer 2, qui s'était lancé avec cette promesse d'abstract, donc lié à la abstraction, abstraire un peu toutes les complexités techniques pour amener le grand public. Bon, pour le moment, le marché aussi est pas forcément porteur, mais pour le moment, ça fonctionne pas. Les gens, des nouvelles personnes qui arrivent dans le marché crypto, je revois assez peu. Moi, je suis assez critique de l'approche de la grande abstraction d'abstraction. Ils sont pas vraiment cassés. Pour moi, par rapport à 2021, ce qu'on a connu en 2024, c'est incomparable. On n'a pas connu quelque chose comme 2021. Exactement. Depuis 2021, en fait. Tout ça. Voilà. Mais les mêmes vagues d'adoption, elles se passent. C'est cyclique. Et entre ces différents cycles, tu as des phases de ralentissement. Bon, après, je accompagne le lancement de plusieurs L2 actuellement. Donc je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent. Mais je pense que c'est dangereux pour la santé du réseau de ne pas se préparer au repricing des blocs maintenant. Et de simplement dire au L2, genre, faites un effort, quoi. Faites un effort, typez un peu plus, juste pour signaler que il y a vraiment un problème. Ouais. Après, est-ce que les frais ne peuvent venir que des L2 ? Parce qu'est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un regain d'activité sur le L1 ? Je pense à tout ce qui est RWA, donc tout ce qui est tokenisation d'actifs. Moi, j'ai une théorie qui... Les L2, c'est bien pour les retail. Le L1, moi, je le voyais comme étant la couche la plus sûre pour un BlackRock, pour des institutionnels qui veulent se lancer. Je les vois mal aller sur des L2. Alors, Base, peut-être, à la limite, mais sur d'autres L2 un peu plus... En fait, derrière tout ça, on a une perception de la sécurité, une perception de la décentralisation qui a beaucoup évolué. En fait, c'est les phases 2021, 22, 23, c'est des phases où on a onboardé beaucoup de gens avec déjà sur des L2 qui sont, disons-le, moins sécurisés qu'un L1, quoi, parce que pour qu'un L2 tombe, le moindre L2, si vous lancez un L3 au-dessus d'Arbitrum avec un roll-up as a service, il va vous déployer 3 nœuds, les 3 nœuds tombent, le truc est en pause. Voilà. Dieu merci, la plupart des gros L2 n'ont jamais eu de pause. Blast a eu une pause de quelques heures, tu vois. Le L1 d'Ethereum n'a jamais eu de pause, contrairement à Solana, par exemple, qui a eu plusieurs heures de downtime dans sa vie. En fait, le L1, ça n'a pas de downtime. Voilà. Et le L1, il y a la sécurité économique qui est là de fait. Le L2, si jamais il y a un problème, vous êtes potentiellement coincé quelques jours. Puis la manipulation, elle n'est pas facile, quoi. Et en fait, ces perceptions de sécurité, j'ai l'impression qu'elles sont moins prégnantes, les gens, ils sont moins sensibles, tu vois. Parce qu'il y a eu énormément de... Bon, mon avis là-dessus, il y a eu beaucoup de marketing sur le fait que... Je crois que ça a commencé avec EOS qui a dit non mais 21 nœuds, ça va, quoi. On fait 21 nœuds, il y a 21 nœuds validateurs, c'est plus que 1. On a 21, quoi. Ok, fine. Et à un moment, on se disait, mais il faut avoir 10 000 nœuds, il faut au moins avoir partout dans le monde, quoi. Il faut que ce soit résistant, résilient, il faut qu'il n'y ait pas d'attaque d'un état possible, tu vois. Et ça, progressivement, on a commencé à dire ouais. Et en parallèle, on a onboardé les gens avec des solutions de trucs où tu disais, login avec ton email. Ah bon ? Ouais, c'est pas custodial.
C'est qui est responsable? Personne. Ok. Et si l'email est peu accessible, t'avais qu'à copier ta clé privée. Ah bon, d'accord. Tu vois, au fur et à mesure, tu vois, on est sorti de ça et ça, c'est un peu. Ça nous a repoussé, ça nous a mis un peu loin de ce truc de. En fait, il faut y aller, il faut regarder la sécurité correctement du réseau sur lequel on est. Après, le grand public s'en fout. La majorité des gens s'en foutent. Pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que tu as 10 euros dans ta poche. Bon, bah, en fait, oui, je les ai dans ma poche. Et si je perds mon pantalon? Ah, bah, si t'as pas ton pantalon, t'es en caleçon. Ah, je vais le garder ton pantalon. Ah, oui, c'est vrai. Bon, bah, ok, je vais bien les mettre dans ma poche, quoi. Bon, d'accord. Est-ce que c'est aussi sécurisé que de l'avoir sur une carte bleue avec un 3D Secure, avec un code, avec un machin? Tu vois, en fait, cette version de la sécurité, elle s'est décalée, mais pour des grands acteurs de la finance traditionnelle, ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir quelle est la liquidité dans laquelle je peux taper, quoi. Et maintenant, la liquidité, elle se répartit sur les L2 aussi. Tu vois, donc ces trucs ils sont moins sensibles, en fait. T'as Phil Dayan, qui est un des concepteurs de la Minor Extractive Value, qui à DEF CON a fait un talk sur le UX Fentanyl, la drogue de l'UX, quoi. En disant, bah, en fait, si on veut toujours améliorer l'expérience, en fait, il se rendra même plus compte qu'il utilise la blockchain. On va tout lui abstraire. Ouais, mais si tu lui abstrais tout, tu rajoutes des éléments de centralisation, des éléments de sécurité dont tu n'as pas la conscience, et au final, tu perds un peu cet aspect-là. Mais après, c'est inévitable, non? C'est comme le mail, en fait. Tout le monde peut faire tourner son propre serveur mail, mais tout le monde utilise Gmail. Tout à fait. Mais il faut avoir des gardiens du temple. Par vague d'adoption, quand tu as le meilleur fentanyl au moment où il y a plein de toughers qui arrivent, trop bien. C'est sûr que tu vas faire un carton, quoi. Mais après, est-ce que c'est tenable sur le long terme? Est-ce que le jour où il y a un problème dans le bazar, tu te retrouves pas, tiens, j'ai plus accès au charme du MPC, comment ça se passe? Bon, bah, en fait, le login, il n'est plus là. Mais je croyais que vous étiez plus custodial. Ah ouais, tu avais découpé les trucs. Tu vois, donc, tu vois, c'est des situations où, en fait, on a jusqu'à présent, dans notre adolescence, poussé des solutions technologiques qui étaient très poussées, très centralisées, très, très résilientes. Et on a avancé à marche forcée avec des choses qui sont moins là. Tu vois, là, aujourd'hui, les stages de maturité des roll-up, les top 15 des roll-up en TVL, ils sont tous stage 0, c'est-à-dire ils sont tous ultra centralisés. Donc très bien, ils font du fric, alors, ça va. Tout se passe bien jusqu'à ce que ça se passe mal. Sauf Arbitrum qui est stage 1, et donc tout se passe bien jusqu'à ce que ça se passe mal. Bon, Dieu merci, les équipes derrière techniques maîtrisent très bien Ethereum, font bien les choses, et jusqu'à so far so good. Mais bon, tu vois, il y a une explosion de l'activité qui est indéniable sur le nombre d'adresses actives par rapport à avant les L2. Et néanmoins, il faut qu'on se rende compte qu'on est loin de l'idéal initial qui était tout le monde installe un nouveau Ethereum, se connecte, fait tourner son browser. Non, là, les mecs, vous avez MetaMask, qui est un bon wallet, tu vois, ok, mais il est branché à Infura. Tu peux brancher ton propre nœud dessus, mais quand même, il est branché à un nœud distant. À chaque fois que tu te connectes à un autre rollup, il faut que tu récupères la connexion à ce rollup, donc il faut que tu ajoutes le réseau. Du coup, t'es pas vraiment indépendant, tu peux pas vraiment interagir avec ce truc-là. Ah oui, bon, ok, et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Et qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Tu vois, ça nous décale par rapport à l'idéal initial qui était qu'on réécrivait le web. Ben, on est en train vraiment de bien réécrire le transfert de valeur dans le web. Voilà. Bitcoin est un store of value, fine. Meilleur candidat pour faire des échanges de valeur. Transfer of value, c'est Ethereum. Mais on a eu 3 années de développement technique énorme, par lequel maintenant on doit regarder notre dette technique et la gérer, quoi. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu regardes justement en ce moment? C'est quoi les projets ou les thématiques qui t'intéressent spécialement? Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les nouvelles générations de wallets. Donc les channel account abstraction, le fait de dire chaque utilisateur n'a pas un wallet avec une clé privée. Enfin, si, un wallet avec une clé privée, mais un wallet qui est un smart contract. C'est-à-dire plutôt que de te dire génère une clé publique et c'est ça ton wallet. Non, génère une clé publique, utilise ça comme signer et sers-toi d'un smart contract plutôt que d'un wallet. Et ça, je trouve ça, si tu peux expliquer un peu ce que ça change, contrairement à utiliser un wallet MetaMask classique. MetaMask, tu as une clé privée, tu génères une clé publique et tu te sers de cette clé publique pour recevoir et envoyer et tout ça. Un smart account, c'est un smart contract qui se comporte comme un compte,
mais qui peut avoir accès à pléthore de différentes façons de signer, différentes façons de s'identifier, différentes façons de sponsoriser les transactions, différentes façons de récupérer aussi. Et c'est très pratique pour plein de raisons du X, du Y, qui sont en plus totalement compatibles avec le fait de donner complètement le contrôle à l'utilisateur. Ça permet aussi de simplifier des interactions entre chaînes, de dire j'interagis entre plusieurs smart accounts, et donc je dis il y a un truc qui s'est passé là, donc de ce côté-là il faut que ce truc s'active. Donc ça te permet d'avoir de l'activité sur une chaîne à partir d'une autre, ce qui est vraiment hyper cool. Voilà. Ça permet d'abstracter la balance que tu peux avoir entre plusieurs chaînes. Et on Comet travaille avec WorldCoin notamment. Donc WorldCoin, il y a une application qui sort dans quelques semaines de transfert entre chaînes. C'est-à-dire que tu as tes coins sur WorldCoin, enfin WorldChain, et tu fais des échanges sur Base. C'est-à-dire que tu dépenses d'un côté et ça apparaît de l'autre, et tu achètes de l'autre, et vice-versa. Et ça, parce qu'on a des smart accounts, parce qu'on est capable de passer des messages et de les reconnaître d'une chaîne à l'autre, on est capable d'automatiser ce genre d'interaction d'une façon en plus qui est trustless. C'est-à-dire que tu pourrais ne pas te servir d'un point de centralisation et simplement prendre ton message signé et l'emporter. Et donc WorldChain avec WorldCoin, qui est un service de revenu universel, c'est-à-dire que tu as été authentifié par WorldCoin, en fait tu as ton wallet, il te file un peu de coin, il te laisse découvrir différents services que tu peux avoir. On accompagne aussi Gnosis, qui sort Metri, un wallet pour un autre protocole de revenu basique universel, qui s'appelle Circle, on va pas confondre avec celui qui fait une IPO. Et ça sort à HTC. Donc voilà, okay. ça va être top. Et ça marche tout à l'heure, franchement, Metri, c'est tellement beau. Surtout que vous avez la Gnosis Pay Card à côté, enfin, c'est bluffant, en fait, de se dire qu'on est maintenant à un moment où on arrive à avoir un wallet qui a une multitude de façons de signer, qui est très flexible selon les différents niveaux de sécurité que peuvent avoir les gens, qui en même temps offre la meilleure UX que tu puisses penser, quoi. Genre, t'es juste, je me log et c'est bon, en fait. Je veux m'aider comment? Je vais aider avec ma biométrie. Et la clé, elle est où? Elle est dans mon enclave ou elle est sur mon MetaMask, elle est sur mon Ledger, elle est sur ce que je veux. Mais si je veux signer avec ma biométrie, je peux signer avec ma biométrie. Si je veux configurer pour dire je veux plus, je veux moins, c'est disponible. Mais le défaut, c'est déjà dans la meilleure des situations. Et de pouvoir interagir au cross-chain comme ça, proprement, vraiment proprement. Genre, on peut vraiment bien scaler, on enlève les points de centralisation, de se dire qu'on est maintenant, après 10 ans après l'article d'Ethereum, on y est, et cherry on the cake. En plus, on a la Gnosis Pay Card pour être dessus. Ok. Ça y est, en fait, on a réussi à développer quelque chose de super excitant, et en fait, je suis hyper fier qu'on ait fait ce genre de truc, et j'ai hâte de les voir accessibles au grand public, parce que pour l'instant, Circle Metri, il y a genre 4000 personnes, c'est pas mal, mais c'est censé pousser fort à partir de juin. Donc ces sujets à card abstraction, chain abstraction sont vraiment les sujets qui nous passionnent, sachant qu'on fait en tant que custodian, parce que notre technologie peut être aussi utilisée en tant que custodian, donc on a une licence AMF valide MiCA de custodian, et nous on donne accès à des protocoles DeFi cross-chain à travers ces services de custody. Et c'est chouette de voir, de toucher un peu les deux extrêmes, quoi. De voir les gens qui disent, OK, on va faire du mass adoption avec des universal basic income. Et en même temps, de se dire, on parle à des entreprises, genre, tu vois, Casino Partouche, Air France, Pernod Ricard, le boulanger du coin, le gestionnaire de fortune. Genre, en fait, vous avez envie de mettre de l'argent dans la crypto, mais vous voulez un truc qui scale et qui est vraiment pratique. Bah, en fait, ouais, en tant que custodian, on peut vous donner accès à ce genre de choses. Et ça marche bien. Voilà. Allez voir louis.finance, louis.finance, LOUIS.finance. Vous aurez un aperçu de ce que ça peut donner quand tout est automatisé interchaîne avec un IBAN à l'entrée, quoi. Ok. Et ça, c'est trop cool. On mettra le lien en description lors de la vidéo ou du podcast. Ouais. Super, merci beaucoup, Jérôme. Merci pour l'invitation et ravi de revenir pour aborder tous les sujets qu'on n'a pas vus et peut-être le bilan des taxes. Ouais, il y a pas mal de sujets que j'aurais bien encore aimé aborder, mais on abordera ça sur un prochain podcast. Et puis, de toute façon, on se reverra à ETHCC, évidemment, en juillet à Cannes. 30 juin et 1, 2, 3 juillet. 30 juin, pardon. Ok, allez, à bientôt. Merci beaucoup, salut.